Bien, chers collègues, bonsoir. On sent bien que c'est une réunion de rentrée. On vous a laissé un peu plus de temps pour pouvoir échanger, notamment sur les vacances, n'est-ce pas? Sur le nouvel emploi du temps, sur les nouveaux professeurs. Bon, je plaisante. Merci en tout cas d'être présent pour cette première réunion. On va commencer par la liste des excusés qui ont donné notamment procuration. Donc, commune Nescus, Geneviève Amardeil a donné procuration excusée à Alain Medj. Commune de Barjac, Daniel Artaud, excusé a donné procuration à Richard Petit-Alou. Cadarcé, M. Bouche-Michel, excusé a donné procuration à Gabriel Fauré. Saint-Lizier, Laurent Boutet, excusé a donné procuration à Éric Desbiot. Patrick Boyer, maire d'Aulus, excusé a donné procuration à Jean-Noël Vigneault. Ginette Busca, Montjoie, excusé a donné procuration à Jean-Claude Degas. François Calvé, la cave excusé. Christian Carrère, excusé, maire d'Hercé, a donné procuration à Richard de Méritens. Dalia de Dieu, commune d'Ilartin, excusé, a donné procuration à Laurence Bugat. Marie-Christine Denat-Pence est bien là à l'heure, elle avait un empêchement, merci à elle. Jean Doussin, excusé, Sainte-Croix a donné procuration à Jocelyne Fert. Léo Garcia, Saint-Giron, excusé, a donné procuration à Magali Berner. Elisabeth Garcia, excusé, Saint-Lizier, a donné procuration à Nathalie Delors. Serge Lafont, Villeneuve, excusé, a donné procuration à Patrick Lafont. Patricia Marot, Saint-Giron, excusé, a donné procuration à Gérard Cambus. Catherine Mériot, Saint-Giron, excusé, a donné procuration à Marie-Claude Barbeau-Gaston. Richard Ménard, Riverner, excusé, a donné procuration à Denis Lourdes. Noël Morales, Le Port, a donné procuration à Isabelle Piquemal, excusé. Patricia Nouvelle, Mosaine de Sainte-Croix, est excusée. Geneviève Osmond, Casavet, est excusée. Pierre Paris, Lopsantarail, excusé, a donné procuration à Bernard Lamarie. Michel Pichard est excusé. Saint-Lizier a donné procuration à Olivier Pagès. Antoine Rodriguez, Montjoie, Couseran, excusé, a donné procuration à Frédéric Bonnel. Jean-Claude Roch, Balaguer, excusé, a donné procuration à Jean-Claude Lui. Sablé Arcaïa, Lopsantarail, est excusé. Jean-Pierre Saint-Germain, Fabas, excusé, a donné procuration à Jean-Jacques Méric. Et je vous ai tout dit au niveau des excusés et au niveau des procurations. Je vous remercie. Avant de démarrer donc la séance à proprement parler, nous avons parfois, malheureusement, l'occasion de rendre hommage à des collègues, notamment des collègues maires, qui ont malheureusement disparu durant ces derniers mois et ces dernières semaines. En l'occurrence, je voudrais qu'on ait une pensée ce soir pour Monsieur Philippe Martin Lempereur, qui était le maire de Saint-Jean-de-Castillonnay, qui nous a quittés avant l'été. Et je vais vous demander de faire une minute de silence. Merci. Merci pour lui. Je salue la déléguée de Saint-Jean-du-Castillonnay, bien sûr. Avant de désigner un secrétaire de séance, peut-être on en a l'habitude, Nadine, présenter les nouveaux agents qui nous ont rejoints. Merci. Bonsoir à tous. Écoutez, j'ai l'honneur et vraiment la joie de vous présenter Marie-Pierre Cabanac, qui est nouvellement arrivée le 1er juillet pour rejoindre les services de la population, petite enfance, enfance jeunesse et d'autres services, mais je pense qu'elle va vous l'expliquer elle-même. En tout cas, déjà une belle collaboration qui a démarré le 1er juillet. Voilà. Bonsoir à tous, je suis enchantée de revenir sur le territoire
voilà, de formation. Je suis cadre de santé puéricultrice et donc avec une petite attache à la petite enfance particulièrement. Et voilà, j'espère rendre le territoire vivant au niveau de l'éducation et de la petite enfance. Et merci. Merci à vous. Donc elle a eu son baptême du feu, puisqu'on a présenté le PEDT il y a quelques jours, à l'ensemble des partenaires. Bien, on va désigner un secrétaire de séance. S'il y a des candidats, nous recevrons avec grand plaisir les candidatures. Je me tourne vers la table des vice-présidents qui m'entourent. Denis, merci. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci. Premier point à l'ordre du jour, c'est l'approbation du dernier procès verbal du conseil communautaire qui avait eu lieu le 13 juin, dont vous connaissez la procédure maintenant. On essaie de faire en sorte de le rédiger le plus rapidement possible, de vous le soumettre pour, s'il y a des observations, que vous ne le fassiez remonter. Et je crois qu'il n'y a pas eu d'observation. Je me tourne vers, où est-elle, Pascal Sens? Là-bas. Pas d'observation? Très bien. Est-ce qu'il y a des observations dans la salle ce soir? Il n'y en a pas, donc on va passer à l'approbation. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Décision du bureau, plusieurs bureaux dans l'intervalle du 6 juin, du 20 juin, du 4 juillet, du 25 juillet, du 5 septembre, avec des décisions numérotées. S'il y a des questions ou des observations sur les différentes décisions, vous nous en faites part. Sur les décisions, pas d'intervention. Bien, écoutez, je vous remercie. On va passer sur les décisions du président. Elles sont au nombre de 6. Une concernait l'accès à la déchetterie, l'autre concernait un mandat de maîtrise d'ouvrage pour l'Office du tourisme de Sexe. Et il y avait des décisions, virement de crédit, ouverture de ligne de trésorerie. Est-ce que cela appelle des observations ou des questions? Je ne vois pas de main se lever, donc je vous remercie. Et on va donc passer aux délibérations. Un certain nombre vont être dévolus à Patrick Lafont, donc il prend son souffle, c'est désaltéré j'espère, et on est parti, rapport numéro 1, merci. Donc il s'agit du reversement aux communes de l'ancien canton d'Oust de la dotation forfaitaire des groupements de communes. Donc c'est des choses qu'on vote tous les ans depuis 2017, et c'est ce qui était appliqué sur le territoire auparavant. Et donc on vous propose pour 2024 de faire la même chose, donc, sachant que cette dotation s'élève à 215 766 en 2024, elle était de 214 488 l'année dernière, et avec une répartition comme d'habitude. Donc c'est nous qui encaissons la dotation et on reverse 70% aux communes. Et donc je ne sais pas, vous devez avoir, voilà, vous avez le tableau à l'écran qui reprend ces répartitions par rapport à ce que percevaient les communes à l'époque. Donc voilà. Donc, on garde 64 730 et on reverse 151 036 aux communes. Je sais pas si ça appelle à des questions. Pas de questions particulières sur ce premier projet. On va passer au vote alors. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Il n'y en a pas, je vous remercie. On passe au rapport numéro 2. Donc, numéro 2, c'est exonération de taxes d'enlèvement des ordures ménagères pour les entreprises privées qui ont leur propre service et qui payent la collecte de leurs déchets. C'est les grosses entreprises, on va dire. Donc là, c'est pareil, on le vote tous les ans et cette année, c'est exactement la même liste que les années précédentes. Donc, pareil, vous allez avoir à l'écran la liste. C'est tous les supermarchés, on va dire, plus quelques entreprises du territoire, donc identiques à l'année dernière. C'est les entreprises qui nous font la demande. C'est elles qui écrivent pour demander exonération et elles fournissent la facture du traitement qu'elles payent ailleurs.
puisque la communauté de communes, le service déchets, n'est pas censé enlever les déchets des entreprises quand il y a trop de volume. La liste est inchangée, je pense, par rapport à l'année dernière. C'est la même. Pas d'intervention sur ce sujet-là. Alors on va passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Il n'y en a pas. Des abstentions? Non plus. Je vous remercie. On passe au rapport numéro 3. Numéro 3, c'est exonération de la cotisation foncière des entreprises, pour les entreprises qui viennent s'installer sur le territoire. Donc ça existait déjà, mais avant on était en ZRR, en zone de revitalisation rurale. Alors, ça a été modifié, maintenant ça s'appelle France Ruralité Revitalisation. Et donc il faut qu'on redélibère pour exonérer les entreprises à partir du 1er janvier. Donc, on en a discuté notamment en commission finances, donc on s'est posé la question. C'était appliqué auparavant pour en ZRR, donc il nous apparaît logique, si on veut faire venir des entreprises sur le territoire, de ne pas se mettre des obstacles, disons, donc de reconduire cette exonération, sachant que pour le territoire, ça représente par an entre 15 et 20 000 euros, quoi. C'est quand même à la marge. Donc il vous est proposé d'exonérer. Donc la durée de l'exonération, c'est 5 ans, plus après il y a 3 années derrière, avec la première année un abattement de 75%, la 6e 75%, la 7e 50%, la 8e 25%, et à la 9e ils reviennent dans le droit commun. Donc nous, c'est au titre de la cotisation foncière des entreprises, sachant qu'après, ils ont des exonérations de l'État pour l'impôt sur le revenu, notamment. Et ça, par contre, la CFE, c'est à la charge du territoire. Sur ce projet, donc ça concerne, je pense que tu l'as dit, les installations nouvelles. Oui, ou alors des reprises, mais dans des conditions bien particulières. Bon, c'est un élément de plus pour essayer d'être attractif, puisque tous les territoires n'ont pas cet avantage-là. S'il n'y a pas de questions ou de demande de prise de parole, on va passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Il n'y en a pas, je vous remercie. On passe au rapport suivant. Donc, rapport numéro 4, c'est la même chose là, sauf que c'est en faveur des médecins auxiliaires médicaux et vétérinaires. Donc là, l'exonération est de 5 ans également. Et c'est par exemple, pour les vétérinaires, c'est ceux qui s'occupent quand même des animaux de ferme, on va dire. Ceux qui font que les chiens, les chats, ils n'ont pas droit. Mais bon, sur notre territoire, je pense qu'ils sont tous, et puis ils sont déjà installés, donc je ne sais pas si on en aura. Mais des médecins, par exemple, j'espère qu'on aura à faire des exonérations. Mais c'est pareil pour ces professions, ça représente, on va dire, 3 000 euros par an maxi. C'est pas des grosses sommes, de toute façon. Donc, on propose également de pratiquer l'exonération. Merci. Sur donc cette extension d'exonération aux médecins notamment, est-ce qu'il y a des interventions? S'il n'y en a pas, on va passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Il n'y en a pas, je vous remercie. Et on passe aux décisions modificatives. Dans la décision modificative numéro 2 sur le budget principal, donc un fonctionnement, donc, elle consiste à augmenter les dépenses de 250 000 par des recettes du même montant, donc elle est équilibrée. Et c'est juste pour compenser, c'est pour l'association LEC, celle qui s'occupe du l'enfance jeunesse sur le Saint-Gironnais, sur le canton d'Oust notamment. Donc suite au contrôle qu'on avait eu de la Cour des comptes, ils souhaitaient qu'on fasse apparaître tous les frais, les mises à disposition, etc.
Et donc, avec les autres associations qui s'occupent du périscolaire, on l'a déjà mis en place. Donc, on a voté les subventions au mois de juin, je ne sais plus quand c'est qu'on l'a fait. C'était inclus, mais avec l'EC, ils ont un fonctionnement un peu différent. Donc, on le fait avec un peu de retard, mais voilà. Donc, c'est plus de 150 en dépenses pour compenser les mises à disposition. Mais nous, on leur refacture derrière. Et donc, c'est neutre pour les comptes de la communauté de communes. Mais ça a l'avantage d'apparaître dans les comptes. Ensuite, pour l'investissement, donc là, c'est des ajustements également. Donc, une augmentation de crédit de dépenses pour les activités de Guzet de 130 € par une diminution des crédits du centre aquatique du même montant. Ensuite, une augmentation des crédits, là, c'est pour le centre aquatique pour 1 000 € pour l'achat d'un moteur. Et là, c'est pareil, c'est compensé par une recette supplémentaire de 1 000 € à la même opération. Et ensuite, à la demande du trésorier, puisqu'on avait versé des sommes à la SIC abattoir du Couseran là, pour les maintenir en vie, on va dire. Et par contre, on avait mis les titres sur le compte 266, il faut le faire sur le 274. Voilà. C'est cette modification, après ça a déjà été payé, voilà, c'est des ajustements, donc il n'y a pas de dépenses supplémentaires. Merci. Sur cette donc, décision modificative numéro 2 par rapport au budget voté au mois d'avril, est-ce qu'il y a des questions ou des interventions ? Bien, ben écoutez, on va passer au vote alors. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Décision modificative, mais cette fois-ci pour le budget annexe service des eaux. Donc là, c'est pareil, c'est des opérations comptables, des opérations d'ordre patrimonial avec une augmentation des crédits en dépenses pour 400 000 € et qu'on compense par l'augmentation des crédits en recettes pour le même montant. Donc ça permet de basculer les frais d'études du compte 2031 en construction au 2313, puisque c'est des opérations qu'il faut réaliser dès le début des travaux. Et ensuite, basculer les avances du compte 238 dans le compte construction 2313. Voilà. C'est juste des changements de compte comptable. Tout ça en recettes et dépenses pour 400 000 €. Donc, c'est la seule décision en investissement pour le budget de l'eau. Merci pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions sur ce dossier-là ou des observations? Alors, on va passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Il n'y en a pas, des abstentions? Je vous remercie. On passe maintenant au budget annexe assainissement. Donc, c'est un peu la même chose. Donc, c'est pour l'investissement également. Là, c'est des opérations pour compte de tiers, donc avec des augmentations de crédits en dépenses et des recettes pour le même montant. C'est les travaux que fait le service des eaux quand ils enterrent des canalisations. Les communes peuvent demander des fois de faire du pluvial. Donc, on porte le projet et après on se fait rembourser par les communes. Donc, pour la serre, donc c'est l'opération 204, donc ça correspond à 8 000 €. Et l'opération 171, c'est pour Mercenac, pour 97 200. Donc, on augmente les dépenses et les communes nous remboursent derrière. Merci. Sur cette décision modificative, donc budget assainissement, est-ce qu'il y a des interventions? Pas d'intervention, alors on va passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Non. Des abstentions? Il n'y en a pas non plus. On enchaîne avec les reprises sur provision pour risques et charges. Oui, donc ça, c'est une vieille opération, hein, puisque c'est un litige qui existait avec la communauté commune du canton de Massat. Ça date de 2007. C'est une personne, un employé qui était parti travailler du côté de Bordeaux, là, qui avait eu une maladie et qui a été reconnue maladie professionnelle.
la commune qui l'avait accueilli s'est retournée contre la communauté de communes. Et donc, on a été, après jugement, amené à payer. Donc, on savait qu'on avait ce risque. Donc, en 2022, on avait constitué une provision pour risques et charges. Donc, pour un montant de 249 024,10 €. Donc, cette année, la suite au rendu du 8 février 2024 de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, on a été condamné, donc on a payé la somme de 250 499,37 €. Donc, on a dépensé cette somme et donc il convient aujourd'hui d'annuler la provision qu'on avait fait à l'époque. Et à la demande du trésorier, il faut une délibération. Donc, c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui, sachant que l'on a déjà fait l'ADM dans un conseil précédent pour cette somme. Donc pour les comptes de l'année 2024, c'est pareil, c'est neutre. On avait constaté la charge déjà en 2022. Par contre, cette année, voilà, on l'a payé. Donc au niveau de la trésorerie, on l'a sorti, mais au niveau du résultat proprement dit, ça ne nous impacte pas. Voilà, donc un dossier qui est arrivé lors de la fusion avec les anciennes communautés de communes et qui malheureusement s'est terminé très défavorablement pour les finances de la nouvelle communauté de communes. Voilà, ça a été jugé en première instance, jugé en appel, on a été condamné, donc il fallait s'exécuter. Est-ce que ça appelle des questions ou des observations? Bien, donc on va passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Il n'y en a pas. Des abstentions? Il n'y en a pas non plus. Je vous remercie. On enchaîne. Allez, une information sur le FPIC. Oui, avant de passer le micro à mes voisins, donc le FPIC, en commission de finances et en bureau, on avait évoqué à un moment donné la possibilité de faire une dérogation. Donc, suite à ces réunions, donc il est convenu qu'on reste sur le droit commun. Donc, il n'y a pas de délibération à prendre. Vous percevrez la somme qui apparaissent sur les tableaux que vous avez reçus des services de l'État. Voilà. La précision a été utile. Bien. Merci Patrick pour ces délibérations d'ordre financier. On va passer donc à la suite et on va parler donc de la modification du périmètre concernant l'eau et l'assainissement. Et c'est Bernard Lamarie qui va vous faire un point déjà sur l'avancée des travaux et ensuite qui vous présentera la délibération. C'est mieux là ? Ouais, voilà. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Donc le projet du travail que nous sommes en train de mener avec le SM2A arrive à sa fin. On est au mois d'octobre bientôt. Vous savez que la récupération des communes pour arriver à pouvoir gérer de manière à mener une politique de bassin versant arrive à son terme à la fin de l'année, au 1er janvier 2025. Jusqu'à présent, le phasage des travaux on est vraiment presque pile poil à une semaine près à ce qu'on avait prévu. Il manquait, on a une marche importante à franchir encore là, c'est plutôt de l'encadrement légal. Là, c'est une décision, rappelez-vous, que nous avions pris le 20 juin 2024 à la communauté de communes. Couserans-Pyrénées avait demandé au SMDEA de lancer une procédure de modification du périmètre parce que c'est ce que nous demande la loi. À partir de là, le SMDEA a fait une demande à tous ses adhérents et a fixé une date butoir à 3 mois, c'est-à-dire au 30 septembre 2024, donc dans très bientôt. Une grosse partie des adhérents ont donc voté. Je crois qu'il y en a une quarantaine. On doit avoir ces jours-ci, certaines communes doivent voter. De toute façon, ceux qui ne votent pas, qui ne donnent pas leur avis,
eh bien, on est sur une démarche qui ne dit rien consent, c'est-à-dire que dans quelques jours, là, dans 3 jours, ceux qui n'auront pas voté, eh bien, on considère qu'ils sont d'accord sur ce changement de périmètre, qu'ils autorisent donc le SMDEA à nous donner les 15 communes, à nous donner les 27 communes qui sont gérées par le SMDEA et qui vont être maintenant gérées par le service des eaux du Couserans. Donc, considérant que le SMDEA doit procéder à la consultation de l'ensemble de ses membres, ce que je viens de vous dire est qu'ils produisent un avis sur la dite modification du périmètre de la communauté de communes Couserans-Pyrénées en son sein, au sein du SMDEA. Considérant qu'en l'absence de réponse d'un membre dans un délai de 3 mois, l'avis sera réputé favorable, je vous demande donc, à notre tour, eh bien, de délibérer pour que nous aussi donnions notre avis, puisqu'on est membre à part entière du SMDEA. Président, je crois que... Ah, alors par contre, oui, j'ai fait court, là, je ne vous ai lu que le texte que nous allons voter. Non, c'est pas celle-là. Mais vous avez ça sur les annexes, juste après le rapport numéro 9. Vous avez un document qui est très important, qui est très intéressant, qui fait plusieurs pages. Je vous conseille de le lire. En gros, pour faire une... Voilà, on y est là. Alors, vous les voyez, les communes. Alors, en vert, c'est ce qui va partir au SM, ce qu'on va conserver le SMDEA, ce qui va rester au SMDEA. Et nous donnons, nous, 2 communes, la commune d'Alzin et la commune de Montagagne. Voilà. Donc, le SMDEA qui actuellement gère 42 communes sur notre périmètre, n'en gérera plus que 15 à partir du 1er janvier 2025. Et le service des eaux du Couserans, qui actuellement gère 51 communes, va en gérer 78. Donc c'est pas rien, c'est un travail sur lequel on a planché depuis le début de l'année dernière. J'en profite, il n'est pas là, mais pour féliciter une fois de plus notre directeur Jean-Philippe Subra pour l'engagement et le travail qu'il a réalisé. On va passer de 22 326 habitants à 27 756. Et ensuite, le chiffre qui me paraît moins important, on récupère surtout les communes rurales, comme vous pouvez voir ici. On récupère Castillon pour les plus grosses, Sex et tous les petites Ustou, voilà, toutes les communes rurales du périmètre. Ah, parce que si je les cite toutes, on y est pour un bon quart d'heure. Et le chiffre important, je fais une synthèse, le chiffre important, c'est qu'on récupère quand même en recette 1 million d'euros pour l'eau potable et 300 000 euros pour la partie assainissement. Donc voilà, donc c'est quand même une opération financière qui n'est pas si mauvaise que ça, comme on aurait pu le craindre au départ. Mais les bureaux d'études nous avaient bien éclairé sur ce sujet. Ça a été un des points qui nous a permis qui nous a aidé à prendre la décision. Donc je veux dire, au point de vue financier, quelques-uns m'avaient posé la question. Donc 1 million de recettes concernant l'eau potable et 300 000 euros concernant l'assainissement, ce qui va nous permettre quand même d'avancer pas mal. Autre point important, le volet RH. Je fais court là. Vous irez puiser les renseignements sur l'annexe. Et en gros, on va passer de 39 agents, on va passer à 56. Donc, ce qui fait quand même une sacrée augmentation. Et ce qui va nous amener à repenser le déploiement du service sur le périmètre, le nouveau périmètre. C'est-à-dire, on aura une annexe à Cesco qui gérera la vallée de Castillon et la vallée de la Bellongue, où il y aura 5 agents. Et nous allons mettre en annexe à Oust, pour le moment, sur le site du ramassage. Et en attendant, et je relance le message, nous avons fait passer à tous les maires une publication sur laquelle nous demandons à chacun, dans ses coins, notamment côté sexe, si les maires ont des terrains à vendre, soumettez-nous-le, parce qu'on va... L'emplacement de l'équipe sur la déchetterie ne sera que provisoire. Donc on va faire quelque chose de plus pérenne et de plus représentatif par rapport à notre service, et de faire en sorte que les gens qui y travaillent, bien sûr, travaillent dans des conditions beaucoup plus confortables. Et il y aura donc 6 agents. Voilà.
Et probablement, nous en avons discuté aussi en commission, ceux qui étaient là. J'en profite pour remercier au passage tous ceux qui participent très très régulièrement en commission. C'est comme ça qu'on peut faire avancer les choses de manière très démocratique. Nous allons aussi refaire le service d'accueil et le service des ateliers qui se trouve à Saint-Lizier. Vous le connaissez tous, le service des eaux. Historiquement, il est là depuis les années 50 et il faudra le déplacer parce que le bâtiment ne correspond plus aux besoins actuels. C'est un bâtiment en plus énergivore, donc on devrait faire de grosses économies derrière. Et il n'est plus du tout fonctionnel parce que les véhicules sont devenus beaucoup plus importants. Comme je vous disais tout à l'heure, on va avoir un nombre d'agents qui augmente de manière très significative. Ce bâtiment avait été fait pour entre 25 et 30 agents au départ. Comme je vous disais, on a quasiment doublé, on double quasiment les agents. Donc idem, on est en recherche de terrain pour faire une nouvelle implantation du site historique du service des eaux du Couserans. Voilà pour les chiffres. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser. On vote d'abord peut-être ou... Alors, la commune en jaune de la Bastide du Salat, bonjour Madame le maire, eh bien, va venir dans notre escarcelle au niveau de l'eau. Au niveau de l'assainissement, pardon. Au niveau de l'assainissement. Et d'ailleurs, on a déjà discuté. Pour le moment, c'est le syndicat de l'Arbas, Man et Arbas, qui le gère. Donc là, on va gérer à partir du 1er janvier 2025. Nous allons gérer les structures de la commune, de votre commune. Oui, sur l'assainissement, puisque l'eau, vous allez rester... voilà. Voilà en gros pour les chiffres, mais je vous conseille d'aller lire l'annexe. Il y a plein de, Mais c'est fait, de détails. ils ont lu l'annexe. Vous avez lu l'annexe. Bien sûr. Oui. Attendez, c'est-à-dire, pourrions préciser, oui, comment? Ah, ceux du SMDA qui vont me dire... Oui, voilà, comment se fait la mutation, en fait. Alors, la mutation, oui, j'allais y venir tout à l'heure. La mutation, nous avons fait faire, parce que c'est vrai que là, c'est comme je le disais, c'est un changement significatif. Nous avons fait intervenir un bureau d'études qui a fait un audit sur le service et sur le nouveau service pour nous aider à mieux nous projeter. Donc, il y a un nouvel organigramme qui sera présenté aux élus lundi matin, qui sera présenté aux agents du service de l'eau du Couserans-Pyrénées, qui sera présenté en deuxième partie de journée aux agents du SMDEA. On présentera donc cet organigramme, on laisse 15 jours et nous allons recevoir les agents des deux services, du syndicat et du service. Chacun nous fera des propositions, enfin, projettera un peu son profil de carrière et son profil de poste, et à partir de là, on bouclera, je pense, d'ici le 15 octobre, il faudrait qu'on ait bouclé. Voilà, donc il y a encore du travail, hein, il y a encore beaucoup de travail. Et on a réparti, alors bien sûr, sur tous les agents SMDEA, tout le monde ne viendra certainement pas au service des eaux. Il y en a certains qui n'habitent pas sur place et qui sont sur Saint-Pierre-de-Rivière, au Mas d'Asile, qui peut-être resteront, ils auront donc le choix de rester ou de partir, de repartir travailler à Foix. Voilà. Alors là, c'est dans ces 2 mois que c'est le gros du travail qui va arriver dans les 2 mois. Voilà. Oui. Oui, bonjour. Vous avez dit que vous allez récupérer, si j'ai bien compris, 1 million de chiffre d'affaires, de recettes, mais vous allez récupérer aussi combien de kilomètres de réseau? Et je me pose la question de savoir le ratio de ce 1 million par rapport aux kilomètres de réseau à entretenir. Alors, ça, je ne saurais pas vous répondre exactement. Il faudrait que je regarde dans le... Mais bien sûr, cette question, elle est très importante. Je n'annonçais que la recette. Oui, parce que le réseau, vu les communes qui vont va être très long, enfin, a priori très long, et il y a beaucoup de hameaux, beaucoup de... C'est ça. On récupère une zone très rurale. Je vous laisse terminer, puis je... Alors, nous récupérons une zone très rurale, je pourrais vous dire, hein, puisqu'on a fait un état des lieux avec le SMDEA, je n'ai pas tous les chiffres en tête. On était encore là, il y a une dizaine de jours, à visiter des structures, des captages, à visiter
des bassins de traitement d'eau usée. Donc, je n'ai pas exactement les chiffres en tête, mais effectivement, nous récupérons des communes rurales. Il y a beaucoup de captage. Ce n'est pas du tout le même travail que le travail que le cœur de métier du service des eaux, puisqu'on avait beaucoup de réseaux urbains. Là, on récupère du captage, on récupère des réseaux d'eau, on récupère aussi des structures certaines sont en état, d'autres pas. Je vous ferai peut-être en début d'année, on fera un état des lieux, on vous présentera un état des lieux. Mais ensuite, les travaux à venir, bon, l'entretien, on fait de l'entretien, ça fait partie de notre mission, hein, de restaurer les réseaux existants. Mais on décidera, on fait un schéma directeur, que ce soit pour l'eau ou que ce soit pour l'assainissement. On reprendra le schéma directeur actuel, c'est-à-dire il y a des communes en attente, et on insérera les communes pour lesquelles est nécessaire un travail, par exemple, de réfection d'une structure pour traiter l'assainissement. C'est le cas pour Olus, d'ailleurs, je crois, et c'est même assez urgent. Et voilà, il y a d'autres. Alors là, on prendra au cas par cas, et à l'instant T, là, je ne peux pas vous donner de réponse précise. Voilà, il y a quelques éléments comme je vous le redis, quelques éléments sur le. Oui, mais bon, ouais, c'est vrai qu'on avait fait faire, mais ça, il y a déjà 3 ans, on avait fait faire un travail par le cabinet d'expertise financière. On en a même fait 2. Mais là, je pense qu'on fera une réunion de commission et peut-être qu'on le présentera de manière très précise en début d'année, lorsqu'on aura vraiment les clés du camion et qu'on pourra commencer à travailler sur le nouveau périmètre. Toujours sur ce sujet, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, micro s'il vous plaît. Oui, vous avez parlé de la consultation des membres par le SMDEA qui devait se terminer, je crois, fin septembre. Le 30, oui, puisqu'on date. Sauf que moi, ma commune n'a pas été interrogée. Je crois qu'il y a d'autres communes qui n'ont pas été interrogées, donc... Alors ça, il faut demander au SMDE. Ah, mais ils ont pas. Ah, mais c'est ça. Oui, parce que vous êtes quelle commune, pardon? Buzan. Eh oui, les communes ne sont pas interrogées. C'est la communauté de communes qui a décidé pour les communes. Ah. Parce qu'on adhère, on a des membres élus qui siègent au SMDEA, et ce sont donc eux qui ont la compétence de voter. Quoi, voilà. D'accord, c'est pas la commune qui répond directement. Je pensais que vous étiez une commune, c'est pour ça que je vous demande. Je pensais que vous étiez une commune SMDEA, et là j'étais étonné que le SMDEA ne vous ait pas interrogé. On est une commune SMDEA. Mais c'est ce que tu viens de dire, c'est que c'est la communauté commune qui vote pour. En lieu et place des communes. Voilà, donc normal que vous n'ayez pas reçu de... Voilà. Mais la communauté de communes, c'est vous, hein, donc c'est les maires qui sont toutes les communes consultées ce soir. Voilà. Ouais. Donc on demande un vote pour que vous votiez ce soir, quoi. On ne va pas voter on vote ce soir à l'Assemblée. Il n'y aura pas de vote en C'est pour ça que je ne comprenais pas bien la question. Voilà. Toujours sur ce sujet. Vous aviez le motif là sur l'ordre du jour. Pas d'autres interventions. Bien, mais alors on va passer au vote. Y a-t-il des oppositions à cette approche donc par bassin versant? Des abstentions? Une abstention. Je vous remercie. Mais tu vas continuer avec le rapport d'activité, c'est ça? Le rapport d'activité. Merci Bernard. Alors, donc présentation du rapport d'activité. Alors là, idem, nous avons préparé avec Jean-Philippe une synthèse. Vous avez l'annexe qui doit faire presque 40 pages. Donc c'est toujours très intéressant, c'est très détaillé. Certains d'entre vous ont dû le lire. Moi, j'en mets même un dans ma commune, là, à l'accueil, ça leur fait passer le temps. Et puis les gens ils savent, ont des chiffres, voilà, ça évite certaines questions quelquefois. Et puis c'est toujours, je vous assure, c'est un document qui est très intéressant. On va faire donc la conclusion de ce document. On le répète chaque année, notre mission eau potable, c'est d'offrir un service de qualité. D'ailleurs, on est surveillé par l'Agence de l'eau, bien sûr, pour essayer de s'améliorer chaque année. Alors, ça concerne les petites ressources, mais ça concerne aussi
l'entretien et même la création de certaines structures, de la création d'usines à eau. On en a fait 2 là, ces 10 dernières années. Voilà, tu peux monter. La gestion patrimoniale, on en parlait tout à l'heure, quelqu'un avait posé la question, monsieur, concernant le renouvellement et puis la création de nouveaux réseaux. Voilà, et puis l'entretien des ouvrages, je le disais tout à l'heure. Concernant l'assainissement collectif, eh bien, on gère et on met en perce les travaux issus du schéma directeur. Le schéma directeur, vous savez ce que c'est, c'est un tableau de priorité où chaque année on essaie de faire une mission sur les villages qui passent les uns après les autres. Cette année, on a fait du travail sur Prat, on a fait un gros travail sur Prat et sur Bon Repos, on refait tout l'assainissement sur Bon Repos, on améliore le centre de traitement de l'assainissement et on fait aussi une opération de chemisage sur le réseau de récupération des eaux sales. Et en même temps, mène une opération pour les particuliers. Je pense que tu es au courant, tu as dû recevoir. On donne une aide grâce à l'agence de l'eau aux particuliers qui souhaitent, qu'on oblige un peu à mener des travaux parce que l'agence de l'eau ne nous aide dans ce projet que si on amène une eau vraiment suffisamment consistante pour qu'elle soit traitée par les bactéries. Donc on mène cette opération à Prat et on mène une grosse opération aussi à la mairie de... Les courriers sont arrivés, ouais, c'est ça. Bon, voilà. Puis c'est pas des aides, ce sont des aides qui partent de 3 000 jusqu'à, pour certains, 60 000 euros. Ouais. Donc c'est vrai que c'est un gros coup de main de la part de l'agence de l'eau. Je disais la Serre aussi, où on a mené cette année un assainissement, une petite station. Voilà, je crois qu'on a fait 1,5 million de travaux sur la Serre. L'assainissement non collectif, c'est aussi notre mission, vous le savez. Alors là, c'est un maintien de services de qualité. Ils interviennent pour faire les contrôles de fosse lorsque, par exemple, une maison se vend ou une maison se construit. Eh bien, notre mission, c'est de conseiller. Et ensuite, on fait des diagnostics qui servent aux notaires et qui servent à l'État lorsque vous faites une vente ou un achat de maison. Et bien sûr, la mission de conseil est importante. On accompagne les abonnés le mieux possible et la mission est entièrement remplie pour ce service d'assainissement non collectif. D'ailleurs, l'assainissement non collectif est un des services, est un des services qui va avoir beaucoup de travail puisque, comme vous le disiez tout à l'heure, nous accueillons une grande partie de communes rurales où on a plutôt de l'assainissement non collectif que de l'assainissement collectif. Donc ça va être plus compliqué. La dette, je ne sais pas si... Alors voilà quelques photos et des réhabilitations de captage. Voilà ici, les analyses bactériologiques. Voilà, on a augmenté un tout petit peu cette année aussi, même si quelquefois on a eu quelques soucis, notamment je vois Guy Carr, le maire de Montgauche, et Madame le maire de Casavet cette année. Mais on a quand même si l'eau est trouble, on a quand même un très bon chiffre au niveau des analyses bactériaux. Le lancement du PGSSE, c'est le plan de gestion de sécurité sanitaire des eaux. On fait des modélisations sur une grosse et une petite commune. Et à partir de là, on va en tirer des éléments qui vont nous permettre d'être encore meilleurs concernant la qualité de l'eau. Voilà, et c'est une mission qui nous a été validée, mais qui nous a été fortement conseillée par l'agence Adogaronne aussi, qui est toujours très attentive à ce que le travail qu'on fait, grâce à leur subvention, soit un travail efficace. Voilà, les travaux en régie, voilà, et regardez, c'est énorme. Chaque année, on fait à peu près 800 000 euros, 770 000 cette année, en 2023. Les travaux d'assainissement issus du schéma directeur, mais je parlais de Bon Repos tout à l'heure, Montjoie aussi, et puis la cour. Voilà, même si on a toujours le souci à la cour de la station, c'est l'Arlésienne, je suis désolé, mais là on a ce problème de foncier qu'on arrivera peut-être à régler, je l'espère en tout cas. Voilà, bon, le schéma directeur, ça, je vous ai expliqué tout ça. Tu peux revenir juste en arrière, Jaunier déjà.
les 5 critères à pondérer, voilà, qui nous permettent de gagner des places dans la liste. La salubrité publique y est pour 30%, l'impact environnemental 25%, le coût 20%, la possibilité foncière, chers collègues de la Cour, j'y reviens, c'est vrai que c'est pas toujours... Voilà, et les projets de développement de la commune. Voilà, et à cause de la possibilité foncière, c'est vrai que là, on a pris du retard à la Cour à Montjoie. Donc voilà, je souhaite qu'on arrive à solutionner tout ça, bien évidemment. Alors, on peut continuer le déroulement. Voilà, bon, ça c'est coût estimatif, bon, ça vous regarderez. Les travaux en cours, je le disais, bon, repos et la serre. Et je reviens sur nous revenons sur la nécessité de réaliser des réserves foncières pour réaliser les projets d'assainissement. Si on a un terrain, ça va beaucoup plus vite. Si on a un terrain, quelquefois on peut l'échanger contre un autre pour avoir une meilleure situation. C'est beaucoup plus facile lorsqu'on va voir les propriétaires que de leur proposer un prix à l'hectare qui est tout à fait dérisoire si c'est du terrain agricole. Les missions de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif, voilà, vous avez la mise en place, après les conseils, et vous avez la mise en place d'un contrôle. Voilà. Là, vous avez la répartition des contrôles à l'INSEE en 2023. Regardez, il y a quand même 333 diagnostics. Voilà, dans le cadre des ventes, 141. Les contrôles de bonne exécution, parce que lorsqu'on donne un conseil pour une construction neuve, on repasse derrière pour aller vérifier. Et le contrôle de la conception-installation, 123. Donc ça fait quand même du travail pour le service. Il va en avoir encore plus cette année. Bien sûr, la prestation contrôle des poteaux incendies, vous êtes de plus en plus nombreux à nous demander. 35 communes ont conventionné pour le contrôle des poteaux incendies. Et on a créé, rappelez-vous, il y a 2 ans, un groupement d'achat sur les citernes incendies. La dette, alors c'est les chiffres les plus intéressants. Et donc on a intégré les dettes des 11 nouvelles communes sur le budget de l'eau et de l'assainissement, les communes qu'on a intégrées à cause de la loi NOTRe. Donc là, on est arrivé, même si ça a été un peu compliqué, un peu brutal pour certaines communes, on est arrivé à faire un lissage des prix. Les capacités de désendettement sur l'eau, d'abord inférieures à 2 ans, ce qui est un bon chiffre. Et la capacité de désendettement sur l'assainissement, alors là, elle est inférieure à 0,8% par an. Et là, très bonne capacité de désendettement. J'aimerais avoir la même dans mon budget communal. Conclusion générale, je vous l'ai dit en début, donc qualité, petite ressource, gestion patrimoniale. Assainissement collectif, c'est pareil, qualité, gestion patrimoniale et en plus, tous les travaux qui sont issus du schéma directeur. Et l'assainissement non collectif, on vient de le voir, maintien du service de qualité, obligations réglementaires et accompagnement des abonnés. Je crois qu'on a terminé. Voilà. Donc, si vous avez des questions encore, je vais essayer de répondre. Alors, sur ce rapport d'activité, service, eau et assainissement, est-ce qu'il y a des interventions ? Bien, écoute, merci Bernard pour la présentation. Du service des eaux et de l'assainissement, nous allons passer au service déchets avec le vice-président Patrick Tembard, pardon, merci. Bon, chers collègues, bonsoir et surtout, je vous demande votre indulgence. C'est la première fois que je fais présenter ce rapport sous l'oreille vigilante de mon prédécesseur. Je suis un peu ému. Bon, on va essayer d'aller à l'essentiel parce que vous avez déjà reçu le dossier, vous l'avez lu. Et je suis sûr que quand je vais vous rappeler quelques chiffres, vous allez dire oui, je l'ai lu à la page 12 au paragraphe 4. C'est certain. Alors, bien, ce rapport, on est obligé de le présenter, c'est la loi, parce que sinon, ça dispenserait. Bon, la communauté des communes exerce cette compétence, vous connaissez bien le territoire, 94 communes. Il y a 42 agents et 40 véhicules.
n'en déduisez pas qu'il y en a 2 qui n'ont pas le permis de conduire. La collecte porte, c'est des chiffres importants, sur 3500 points de dépôt, hein, et 1200 bornes d'apport volontaire. Elle est assurée 4 à 5 jours par semaine ou 3 à 4 jours dans les 2 cas, en fonction des saisons basses et hautes. Tout ça sous la direction souriante mais efficace d'Ivan Martin. Alors, en 2023, que faut-il noter? La baisse significative du tonnage collecté d'ordures ménagères résiduelles, moins 5% par rapport à 2022. Et l'année 2023 a été consacrée à ce qui allait se passer en 2024, c'est-à-dire aujourd'hui, qui a consisté à faire la promotion du tri à la source, les biodéchets, le compostage, évidemment, qui va avec des tarifs d'achat avantageux, parce qu'il y a les financements de l'ADEME pour les composteurs, la création d'un point d'apport volontaire à Saint-Giron de ces biodéchets et la collecte des gros producteurs, c'est-à-dire qui est en cours, les EHPAD, les cantines, tout ce qui sont des produits qui produisent plus de biodéchets, évidemment, que les ménages. Par ailleurs, nous en reparlerons peut-être si je ne l'ai pas oublié, il y a une filière nouvelle qui s'est installée en 2024 pour tout ce qui est les résidus des travaux de bâtiments. Alors, bilan de la collecte. Comme vous l'avez dit, je l'ai dit tout à l'heure, globalement, il y a une légère diminution par rapport à 2022, 568 kilos par habitant. Et cette baisse concerne essentiellement les ordures ménagères, mais parallèlement ou corrélativement, ce sont les déchets qui sont triés qui ont augmenté, évidemment. Parce qu'autrefois, on flanquait tout ça dans la poubelle. Maintenant, les gens sont de plus en plus éduqués et donc ils vont aux bornes de tri, d'où une augmentation des tonnages dans les bornes de tri, ce qui est très bien. Au point de vue financier, que retenir? Que ça, alors, ça revient à le coût aidé, c'est-à-dire le coût qui a reçu les différentes subventions ou facturations que l'on peut faire sur le service directement, sur un certain nombre de choses que l'on revend. C'est 150 € en gros par habitant. Et c'est assez voisin de ce qui était le cas en 2021 et 2022, même si c'est un peu plus élevé, mais enfin c'est dû à la TGAP, qui est cette taxe qui veut nous conduire à être beaucoup plus vertueux. C'est pour ça qu'il augmente de 7 €. Elle a augmenté de 7 € en 2023 et ça ne va pas s'arrêter en 2024, ni après, sans doute. Donc le coût du service, c'est 5 767 000 €. Et comme vous voyez, en face, on a des recettes qui sont la taxe sur les ordures ménagères, les produits qui sont ce que nous, alors je vais peut-être dire une bêtise, ce que nous recevons des différents organismes qui nous subventionnent, et la facturation tiers, c'est-à-dire ce que nous facturons quand nous revendons le verre, le papier ou les cartons. C'est ça, Ivan, hein? Non, c'est pas ça? Ah ouais, bon, voilà, on fait une petite erreur. Bon, c'est sûr, c'est l'émotion. Dans les produits, il y a les ventes au tiers. Par contre, à la facturation au tiers, il y a ce... Pardon? Ah voilà, ce sont les professionnels à la déchetterie. Bon, enfin écoutez, l'essentiel c'est que globalement,
les recettes sont plus importantes que les dépenses. Donc, il y a un reste qui nous sert ensuite à faire les investissements nécessaires au bon fonctionnement de ce service. Alors, vous pouvez aller plus loin. Hein? Pardon? Oui, c'est déjà à côté, Ivan. Non, je ne me sens pas seul. Je vais arriver au bout. Alors, les orientations 2024, j'ai anticipé sur le rapport lui-même, pour le dire au début, en 2024. Donc, extension des consignes de tri à tous les emballages plastiques, le tri à la source des biodéchets, le plus tôt possible, et la réduction des déchets ménagers de 13% en 2025 par rapport à 2010 et de 16% en 2031. Bon, en 2031, c'est loin. Je pense qu'on est pour l'instant sur une trajectoire à peu près correcte, correspondant à ce qui doit être, ce qui était prévu. Pour aller plus loin, il faudra qu'il y ait beaucoup de pédagogie et que, en particulier dans les communes rurales, le compostage devienne la règle, ce qui n'est pas évident. Donc, pour la suite, bien entendu, le tri des biodéchets, on vient d'en parler. Le tri des biodéchets, ça a surtout comme conséquence de maîtriser les coûts pour nous tous. Hein. Réduire la production de déchets, je ne sais pas comment chacun va se discipliner pour en faire moins. Donne des tas de conseils sur ce sujet, mais enfin, encore faut-il y arriver. En 2023, il y a cette nouvelle filière élargie aux producteurs sur les produits et matériaux de construction et du bâtiment. Sa mise en œuvre est opérationnelle, c'est-à-dire que maintenant, dans les déchetteries, il y a des bornes particulières pour aller déposer tout ce qui est déchets de la construction. Voilà, je pense que si vous avez des questions, il n'y a aucun problème, je répondrai. Attention Olivier, si c'est juste ça pour m'emmerder. Merci en tout cas pour cette présentation synthétique. C'est un exercice pas simple que faisait remarquablement notre ami ancien vice-président, M. Fernandez, et que vient de faire ce soir Patrick. Le temps est aux questions maintenant. J'ai une question. Oui, il y en a plusieurs même. Alors, oui, si je comprends bien, l'objectif, c'est quand même de collecter moins. Vertueusement, il faut collecter moins. Mais si on collecte moins, on a moins de revenus. Donc, en fait, on est quand même dans une contradiction économique qu'il faudra gérer à un moment. Parce que si l'objectif, c'est effectivement d'avoir moins de production de déchets, mais on aura moins de revenus. Alors, comment est-ce que vous gérez cette contradiction économique? Je parle sous le contrôle d'Ivan, mais à mon avis, ce que l'on va produire moins comme déchets, c'est surtout des déchets, des biodéchets, des déchets ménagers. Les autres, tu les tries, tu les recycles, donc ça, en plus, tu reçois des subventions ou tu revends ce que tu as recyclé. Ce qui est embêtant, c'est ce qui nous coûte, c'est-à-dire les biodéchets qu'il faut ensuite aller enfouir ou tout ce qui n'est pas trié et qui file à Saint-Gaudens ou à Varilhes pour aller se faire incinérer. Ouais, mais tu vas quand même collecter. Moi, l'idée, le recyclage, ou alors il y aura, je le vois au niveau du personnel. C'est-à-dire au niveau du personnel, il y aura une valse hésitation entre les gens qui vont collecter, qui vont diminuer, puisqu'il y aura moins de collecte, il y aura peut-être plus de recyclage. Mais c'est une. Enfin, s'il y a moins de collecte et qu'il y ait moins de personnel, il y aura moins de coûts. Il y aura moins de coûts de bain d'ordures. C'est pour ça qu'une idée. Moi, personnellement, je suis très favorable à l'installation de bornes plutôt que de bacs
pour mettre les ordures, de sorte, parce que les bacs, il faut 2 personnes pour les ramasser, alors que les bornes, avec une seule personne, une grue, et puis c'est beaucoup plus propre, et c'est beaucoup plus sain. Nous avons tenté de faire de bête mal une vallée pilote dans ce domaine. Bon, pour différentes raisons, on n'y est pas arrivé. Mais on ne va pas désespérer, je pense que c'est vrai. Mais réduire les coûts, c'est tant mieux, parce que plus on réduit sinon c'est la taxe qui augmente. Donc, toi aussi tu t'y mets, toi aussi. La taxe, oui. Non, au contraire. La taxe, les taxes que paient sur les ordures ménagères, elles sont décorrélées des quantités. Donc on continuera à percevoir les mêmes taxes. Sauf si on modifie le taux. On ne paye pas au poids. En ce qui concerne les ordures ménagères, dont les recettes resteront constantes. Même si les quantités d'ordures ramassées sont moindres. Les recettes, alors là, effectivement, je ne sais pas sur quoi est basé le calcul des recettes. Non, mais on confirme effectivement ce qui vient d'être dit. C'est décorrélé. Vous avez reçu les taxes foncières? Normalement, moi aussi. Vous avez vu qu'il y a une colère de TOM. Non. Pas du tout, parce que quand tu dis ce que me dit Ivan, je suis désolé de l'avoir perçu avant, la TOM est basée sur le coût de notre service, évidemment. Donc si le coût de notre service baisse, la taxe que l'on fera payer diminuera avec. Et par contre, ce qui nous fera gagner de l'argent, c'est que cette fameuse TGAP, qui est punitive si on produit trop, baissera forcément. Donc, j'avais bien raison. Si. Vous débattrez tout à l'heure. Il y avait des questions au fond de la salle, il me semble. Monsieur Lazaro. Bonsoir. J'aurais voulu avoir un éclairage sur nos rapports avec la société Saïka. Vu la crise sociale que la société a traversée, vu comment le personnel a été malmené, je voudrais connaître, je sais qu'on ne peut rien au niveau de la gestion d'une société au niveau social, mais nous, comme il me semble que nous sommes prestataires la société est prestataire, j'aimerais savoir s'il n'est pas possible d'avoir, lui, pas l'admonester, mais lui faire remarquer qu'il y a un certain respect des droits du personnel à suivre. Qu'est-ce qu'on lui refile du carton? Enfin, Saïka, c'est un prestataire de service à qui on revend des cartons et du papier, et on n'a pas on a des liens très, très ténus. C'est pas la manière dont ils gèrent leur personnel, ça n'a jamais été un sujet jusqu'à présent, quoi. D'autres questions? C'est vrai qu'il n'y a qu'à moi qu'on a posé des questions, quoi. Mais oui, c'est ton sujet. Heureusement que j'avais réclamé votre indulgence. D'autres questions dans la salle sur le service déchets? Ah, monsieur le maire de la Cour, merci. Patrick, une question. Oui, bonsoir. Non, moi, c'est une interrogation. Bon, ben, c'est à peu près, ça va en corrélation avec mon problème d'assainissement. C'est-à-dire qu'au centre du village, effectivement, les gens, c'est pas qu'ils ne veulent pas traiter mieux ou pas, c'est qu'on n'a pas de place pour mettre, parce que il n'y a pas de terrain ni rien. Donc, on n'a pas de place pour mettre des composteurs et on n'a pas de terrain pour créer un composteur partagé. Donc, j'en discute beaucoup avec Madame la directrice. On essaie par tous les moyens de trouver. Voilà, on avait un projet, c'était d'avoir le terrain où on devait faire l'assainissement et peut-être en prendre la moitié pour faire notre base de borne de tri et un composteur partagé. Et bien là, dans l'immédiat, on est toujours coincé. Donc là, le problème il est là, c'est que les gens me disent, mais nous, on voudrait bien, mais ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas de terrain, et d'où la difficulté de
d'améliorer le tri, quoi. Oui, mais enfin bon, écoute, franchement, ne vous culpabilisez pas. S'il n'y a que la Cour qui est dans cette situation, ça va s'arranger, quand même. Oui, Monsieur Lazaro, deuxième question. Les dernières fois, j'avais posé les questions sur le parc automobile. Je vois que vous avez modernisé le parc automobile et c'est très bien. C'est très bien parce qu'ils sont plus efficaces, il y a un plus fort tonnage. Mais j'avais posé la question justement des hameaux, des petits hameaux qui ne sont plus desservis parce qu'on va plutôt faire les prélèvements sur les départementales, du côté bas de la vallée et moins du côté haut. J'aimerais savoir si dans le parc automobile, il est prévu de maintenir des petits camions bennes qui puissent, sur certains points, aller dépanner les hameaux qui sont un peu reculés. Je parle de ça parce qu'on est devant de cas très simples de personnes âgées qui ont peu de possibilités de mobilité et c'est pas mal pour certains hameaux, pas pour tous évidemment, je comprends qu'il faut rationaliser, mais que pour certains petits hameaux, ça puisse être maintenu. Oui, enfin, c'est la quadrature du cercle parce que on veut baisser les coûts. Plus on multiplie les points de collecte, plus effectivement les collectes coûtent cher. Alors aujourd'hui, dans ces petits hameaux, les gens vont déjà aux bornes de tri pour le verre, le carton et quoi d'autre encore, je ne sais plus, le plastique. Donc, s'ils doivent y aller avec une petite poubelle de ceux qui ne l'auront pas composté, puisque dans ces petits hameaux, c'est facile pour avoir un composteur. Donc, c'est vrai ce que vous dites, on comprend bien que ça puisse faire un petit choc tout d'un coup de voir ce bac à poubelle disparaître. Mais de notre côté, c'est une évolution, à mon avis, qui est absolument indispensable, à la fois pour diminuer le coût et puis nous forcer tous au tri. Mais comme me le faisait remarquer mon collègue de l'IPES, il y a déjà beaucoup d'endroits où on fait 500 mètres pour aller porter sa poubelle, quoi. Merci. Toujours sur les services déchets, oui. Commune de Sesco. Alors, il me semble que ce qui serait peut-être intéressant, c'est de pouvoir renvoyer aux usagers un peu une évaluation, c'est-à-dire dire, eh ben voilà, on est sur une augmentation de l'utilisation, du tri, etc. Parce que quand même, il me semble que ça a une fonction pédagogique aussi. Et bon, à regarder, bon, chacun regarde un peu sa commune. Bon, c'est vrai que des fois, c'est un peu désespérant, quoi, parce qu'on trouve un peu de tout. Moi, j'ai l'impression que ça fonctionne, mais j'ai pas de demande d'appréciation, voilà. Simplement pour envoyer. Moi, je comprends tout à fait ce que tu dis, et je suis d'accord avec ça, à savoir que la meilleure pédagogie, c'est de montrer aux gens, d'abord que le service est fait, ce qui est le cas aujourd'hui, et la deuxième chose, c'est que le coût du service n'augmente pas, au moins, et éventuellement qu'il peut baisser. Et c'est un peu le cas, hein, puisque entre 2021 et 2023, malgré les augmentations de taxes de TGAP, plus 7 € en 2023, le coût est entre 2021 151 € par habitant, 2022 147, 2023 150. Donc on reste dans une fourchette d'évolution qui est très maîtrisée, sachant que par ailleurs, les carburants ont augmenté, un certain nombre de choses ont augmenté, qu'on est dans une période, on vient de vivre 2 ans d'inflation assez significative. Donc oui, on peut le faire, mais c'est vrai que si on disait demain, si vous triez tous, et si vous mettez tout d'un coup, votre TOM va baisser
de temps. Et c'est vrai pour les bornes dont je parle. Si au lieu d'envoyer des bennes avec 2 personnes 4 fois par semaine dans les villages, on avait avec des bornes plus grandes, une seule personne passait simplement 1 fois tous les 15 jours, ça ferait baisser le coût. Alors, mais ça, il faudrait faire un chiffrage, leur prouver et leur écrire. Si vous voulez que ça baisse, voilà comment il faut faire. Ah non, mais c'est pas vrai. Oui. Marcel, lui. Service déchets. Oui. Oui, pardon, excusez-moi, je voudrais reformuler la question de M. Lazzaro parce qu'en fait, elle était intéressante et je pense que la réponse que tu as fournie ne L'était tout autant. Pardon ? L'était tout autant, intéressante. C'est-à-dire, elle n'était pas tout incomplète. À fait, plus qu'incomplète, elle ne me convient pas. Je pense qu'elle ne conviendrait pas à beaucoup d'administrés, donc je vais reformuler la question. On ne parlait pas de bornes de tri ou je ne sais pas ce que tu as dit. Et tu parles de logique économique. Bon, je l'entends bien sûr. Mais au-delà de ça, on est quand même dans une communauté de communes, très rurale. On est conscient de ça. Et donc il y a beaucoup de hameaux avec des poubelles pour mettre les poubelles et les déchets ménagers, c'est-à-dire pas les tris, on ne parle pas de ça, les poubelles. Et donc bon, il y a des gens qui habitent dans les hameaux, voilà, puis d'autres qui habitent au bord de la route, voilà. Et donc les papiers, les mamies, ou même les personnes à mobilité réduite, comme il a été dit, par exemple, dans ma commune, il y a un petit problème dans un hameau où le camion est un peu gros, ne peut pas passer. Et les gens sont très embêtés parce qu'à des moments, la poubelle déborde. Alors, effectivement, mieux on fait le tri, moins la poubelle déborde. Ça, c'est clair. Il y a une éducation à avoir, bon, mais le problème n'est pas là. Et qu'il y ait moins de passages, je le comprends aussi. Mais c'est vrai que, d'après ce que j'ai compris, la taille des camions, parfois, n'est pas proportionnée à l'accès. Et donc, ça crée des problèmes. Et nos administrés, ils font remonter. Ils disent « Oui, moi, je paye la taxe des ordures. » Et on l'entend. Et on ne vient pas ramasser chez moi. Est-ce qu'il pourrait y avoir un service ? C'est juste la question, je crois, qui était posée. Est-ce qu'il peut y avoir un plus petit camion, par exemple, qui pourrait desservir ces petits hameaux ? Parce que quand tu dis tout le monde peut descendre ses poubelles dans la voiture ou à pied faire 500 mètres, bon, mais ça, c'est pas trop entendu par les administrés. Donc, en fait, la question qui est posée, c'est juste est-ce qu'il y aurait un petit véhicule, plus petit peut-être, qui permettrait de faire demi-tour dans ce genre de hameau et de ne pas trop embêter les chauffeurs pour récupérer les poubelles. Je crois que la question était là, en fait. Hein. Oui, mais on l'avait compris. Non, la question, Patrick, merci. On l'avait compris, la question. Simplement, peut-être... C'est-à-dire la réponse n'était pas adaptée à la question. On vous fera le décompte. Nous, il faut qu'on rende le service partout. Voilà, c'est le sens de ma question. 94 communes, je n'ai pas le nombre de hameaux. Mais on la fera la simulation de nouveaux services, donc, avec un petit camion qui permettrait de passer dans tous les hameaux. Donc, on le traduira par le nombre d'agents supplémentaires et les coûts supplémentaires. Mais ta réponse me convient parfaitement. Et souvent, les administrés, vous savez, moi, je suis désolé de ne pas vous avoir dit plus clairement que si vous en vouliez plus, il fallait payer plus. C'est ça. Non, mais c'est pas. En fait, c'est pas du tout. Non, je crois que tu as mal compris. Non, mais je ne vais pas répéter ma question. C'est vrai, il le dit caricaturalement, un peu comme ça, mais c'est vrai que les administrés, certains, en tout cas, nous demandent de plus de services, mais ce seront les mêmes qui nous diront n'augmentez pas les taxes. Or, on peut faire encore plus de services, mais il faut des recettes en face. Ils ne demandent pas plus de services, ils demandent juste un service. Mais pas plus, hein, sincèrement. Hein. À 94 communes, ça va représenter un coût non négligeable. Oui, mais les camions passaient avant et là, ils ont des difficultés. C'est juste ce que je dis. Hein. C'est pas... Donc, s'il y a un camion plus petit, voilà, c'est tout. Hein. On fera la simulation, vous verrez. Toujours sur ce sujet. Est-ce que j'ai fini d'être crucifié ? Il faut le regarder. On a épuisé, non pas les élus, mais les questions. On a épuisé le vice-président. Le vice-président, oui, on l'a épuisé, c'est net. Bien, ben écoutez, merci en tout cas pour ces échanges, toujours très intéressants. Merci pour la présentation de la synthèse. On va terminer par des délibérations RH
Donc la première délibération, c'est Alain Servat qui va vous la présenter. C'est pour l'ouverture d'un emploi fonctionnel. Vous saviez qu'on avait 2 emplois fonctionnels dans cette collectivité. Puis un a été supprimé, occupé par une personne qui n'est plus en activité. Et donc ce soir, on va proposer d'ouvrir un 2e poste fonctionnel. Merci. Oui, merci Monsieur le Président. Donc la création, première délibération, la création d'un emploi fonctionnel de directeur général adjoint. Donc, compte tenu des besoins de la communauté de communes, il convient de créer un emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services qui aura pour mission de diriger, sous l'autorité de la directrice générale des services, les services de la communauté de communes et d'en coordonner l'organisation. Il participera activement à la déclinaison des objectifs stratégiques de l'établissement public en objectifs opérationnels et impulsera des actions de modernisation du service public. Pour rappel, un emploi fonctionnel est en principe occupé par un fonctionnaire placé en position de détachement sur ce poste. Dès lors, le poste de DGA de la communauté de communes sera pourvu par un fonctionnaire titulaire relevant du cadre d'emploi des attachés territoriaux au grade d'attaché hors classe. Merci pour la présentation de cette délibération. Des questions ou des observations avant qu'on passe au vote? Bien, écoutez, alors on va voter. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Il n'y en a pas, je vous remercie. On va passer au rapport suivant, actualisation du tableau des effectifs. Oui, alors donc, 2e délibération, pour les besoins des intérêts de service de la communauté de communes, propose la création de 3 emplois permanents à temps complet et 2 emplois permanents à temps non complet pour occuper les postes suivants. Un poste de gestionnaire RH dans la filière administrative, un agent relevant du cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux et qui occupe déjà un poste de gestionnaire RH au sein de la communauté de communes, a réussi le concours d'adjoint administratif principal de 2e classe. Voilà. Juste pour lui créer le poste. Un poste d'agent d'accueil France Service dans la filière administrative. Afin de répondre aux besoins en accompagnement pour les usagers, il convient de proposer la création d'un 5e poste d'agent d'accueil. Cet agent relèvera du cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux de catégorie C. Ce poste sera subventionné grâce aux aides de l'État à 100%. Un poste de directeur de la DADT dans la filière administrative. Afin de nommer le fonctionnaire recruté, il convient de créer un emploi permanent à temps complet dans la filière administrative au grade d'attaché hors classe afin d'être en adéquation avec le grade du candidat retenu. Et 2 postes d'adjoint d'animation à temps non complet 30 heures. Actuellement, 2 emplois permanents à temps non complet relevant du grade des adjoints d'animation sont existants au tableau des effectifs. Au cas précis, ils sont notamment respectivement à la quotité suivante, 28 heures semaine et 32 heures semaine. Il convient de créer 2 postes d'adjoints d'animation avec une quotité hebdomadaire pour chacun de 30 heures par semaine afin de faciliter le bon fonctionnement de la structure enfance-jeunesse du Bas-Couserans. Considérant ces créations, il sera proposé au prochain comité social territorial de supprimer les 2 postes existants qui étaient d'une quotité de 28 heures semaine et 32 heures semaine, permettant ainsi un équilibre financier. Merci pour cette présentation. Donc au niveau de l'actualisation du tableau des effectifs, est-ce qu'il y a des interventions avant qu'on passe au vote? Pas d'intervention. Donc on va voter. Y a-t-il des oppositions? Il n'y en a pas. Des abstentions? Il n'y en a pas non plus. Je vous remercie. Et on va terminer par la dernière délibération, toujours RH. Oui, dernière délibération, la prime de responsabilité pour le poste de directeur général adjoint. Le décret numéro 2022-1362 du 26 octobre 2022 prévoit la possibilité d'attribuer la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction en complément des autres primes et indemnités liées aux fonctions, aux suggestions, à l'expertise et à l'engagement professionnel. D'ailleurs, Monsieur le Président de la Communauté de communes propose que le directeur général adjoint de l'établissement puisse prétendre au bénéfice de cette prime spécifique, dite prime de responsabilité. Il est versé mensuellement en application au montant du traitement soumis à retenue pour pension du bénéficiaire au taux individuel dont le montant ne peut dépasser 15%. Le président de la communauté de communes propose de fixer la prime suscitée à un taux individuel à 7,5%.
Merci pour la présentation de ce rapport. Toujours pareil, des questions ou des interventions avant de passer au vote. Pas d'intervention, donc on va passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Une abstention. Je vous remercie. Je crois qu'on est allé au bout des délibérations à discuter et à voter ce soir. Donc on va ouvrir les questions diverses dans la salle, s'il y en a. Et après on passera à quelques points d'information. Questions diverses. Oui, madame, on va vous passer le micro. Bonsoir à tous. Je voulais intervenir pour vous donner une information qui concerne l'EHPAD de Fabas. Alors, je sais qu'elle n'est pas du tout gérée, qu'il n'y a pas d'intervention de la communauté de communes par rapport à cette EHPAD qui a connu des difficultés il y a quelques mois. Le groupe qui le gérait a été liquidé. Cette EHPAD a été rachetée par Domidep, qui est une holding qui est le troisième groupe français. Et depuis cette reprise, il y a d'énormes problèmes de personnel, de recrutement de personnel et de suivi des soins. J'ai eu l'occasion de discuter avec le personnel sur place, notamment les délégués du personnel, qui ont à plusieurs reprises alerté l'ARS. Il y a eu des signalements ARS faits aussi de la part de la directrice adjointe qui a été mise à pied la semaine dernière, sans motif grave. J'ai eu l'occasion d'intervenir sur cette EHPAD, puisque je suis aide-soignante intérimaire de nuit récemment, et de constater les graves dérives de la gestion du personnel, qui ont des impacts significatifs sur la prise en soin des résidents. Voilà. J'ai alerté récemment le député Panoufous sur cette situation. Évidemment, le maire de Fabas est au courant. Voilà. Ça fait plusieurs mois que ça dure. Là, ça devient de plus en plus délicat et difficile. Il n'y a plus d'infirmières titulaires. Elles sont toutes en arrêt maladie. Il n'y a plus de médecin coordinateur. Son contrat n'a pas été renouvelé depuis la semaine dernière. Voilà. Donc, il n'y a rien qui bouge. Donc, je voulais vous informer de cette situation. Voilà. Jocelyne Fer qui a suivi ce dossier. Oui, on est dans une situation effectivement assez catastrophique. Bon, il faut reprendre tout l'historique, hein. Vous l'avez dit, c'était déjà géré par un grand groupe. Quand il y a eu la liquidation de ce groupe, le juge a choisi de donner cette EHPAD et d'autres, parce qu'il n'y en a pas qu'un. Il y en avait 25, je crois, si je me souviens bien, à Domidep. Et il s'avère que les informations que j'ai eues par ailleurs correspondent tout à fait aux vôtres, et on est dans une situation absolument catastrophique. Alors, je veux quand même rappeler que la communauté de communes, malgré les difficultés, s'était portée candidate pour reprendre cette EHPAD, en sachant que ça aurait été compliqué, hein, parce que je veux vous redire quand même la situation de l'EHPAD, le fond de la situation de l'EHPAD et l'aberration du fonctionnement de ce type de structure. Ce sont des structures pour lesquelles on a vendu chacune des chambres à des personnes qui sont donc maintenant propriétaires, qui sont titulaires de baux, et ces baux supposent qu'on leur verse tous les mois un loyer. Or, bien évidemment, avec un système comme ça et les charges qu'on connaît sur les EHPAD, parce que s'occuper de personnes âgées, c'est pas rien. Il faut du personnel spécialisé, il faut des soins, et tout cela, c'est pas forcément compatible avec le versement des loyers à la hauteur où la première institution, celle qui a été liquidée, et la seconde qui a repris, à la hauteur où ils l'ont prévu. Donc là, ils se trouvent dans une situation où ils sont obligés de verser des loyers, et qui plus est,
c'est encore plus compliqué. C'est que cette EHPAD, il y a eu des travaux importants dedans, tout est tout neuf. Et je vais peut-être me tromper dans les chiffres, mais vous me reprendrez si je me trompe. Elle est prévue pour 105 résidents. Actuellement, je ne sais plus s'il y en a 75 ou 85. 75. Actuellement, il y a 75 résidents. Mais compte tenu de la situation, l'ARS, qui est quand même très au courant aussi, ne souhaite pas qu'ils prennent d'autres personnes. Donc, s'ils ne prennent pas d'autres personnes, il n'y a pas d'autres prix de journée qui tombent. Et pourtant, il faut quand même payer les loyers sur toutes les chambres vides. Donc, vous imaginez budgétairement, c'est kafkaïen, cette affaire. Et puis, au milieu de tout ça, eh ben, le personnel en a ras-le-bol, donc le personnel s'en va. Donc il n'y a plus de directeur, parce que vous avez dit la directrice adjointe mise à pied, ok, mais il n'y a plus de directeur, ou un directeur vaguement intérimaire qui va, qui vient, qui n'est pas là. Il n'y a plus d'infirmières, ça ne tourne qu'avec des intérimaires. On connaît bien le problème des intérimaires. Ailleurs, je vais parler de Massa, tout ça a tourné pendant longtemps avec des intérimaires, mais comme il y avait quand même une structure charpentée autour, ça a tenu le coup, et puis on a pu recruter après. Là, ça ne tourne plus qu'avec des intérimaires. Bien évidemment, on ne sait pas tout, mais il doit y avoir des déficits de soins importants. Je crois que vous le savez, vous pouvez le confirmer puisque vous y avez travaillé la nuit. Mais au milieu de tout ça, que faire ? Que faire ? Cette EHPAD ne relève absolument pas de la communauté de communes. Alors, à part s'émouvoir et puis partager l'information, ce que vous avez souhaité faire ce soir, à part s'émouvoir, je ne vois pas ce qu'on peut faire. Vous l'avez signalé, donc le maire de la commune, moi c'est lui qui m'a alerté, donc ça, évidemment la situation est connue. Les familles, la difficulté sur l'EHPAD de Fabas est liée au fait qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de famille ou des familles très éloignées. C'est un EHPAD qui a un certain nombre, pas tous, mais qui a un certain nombre de résidents qui relèvent de gérontopsychiatrie et pour lesquels la famille est distante et qui ne s'en occupent pas. Mais bon, on sait qu'il y a par ailleurs, il y a eu des plaintes de famille au niveau de l'ARS, des signalements qui sont faits. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, de plus aujourd'hui ? Franchement, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Faire un scandale, alerter la presse, ce n'est pas notre rôle, quoi. Ce n'est pas notre rôle. Pourtant, je pense que quelque part, la presse aurait peut-être un rôle à jouer là, dans cette affaire, puisque, comme vous le dites, l'ARS ne réagit pas. Alors, la préfecture, moi, je me demandais si la préfecture, quand même, devrait réagir. Et puis, je veux rappeler, parce que moi, je suis une vieille dans cette histoire, une très vieille même, et au siècle dernier, il s'avérait que Fabas avait déjà des problèmes et que quand j'étais directrice des soins au CHAC, on a été amené à intervenir de nombreux mois sur Fabas, où on montait faire les plannings à Fabas, on envoyait des infirmiers, on envoyait des aides-soignants. Et donc là, c'est l'hôpital qui avait été choisi pour donner le coup de pouce. C'était du temps de la Croix du Sud ou je ne sais plus qui. Pour donner le coup de pouce pour passer une étape. Après, il y a du personnel qui a pu être recruté et donc ça s'était remis à flot jusqu'à ce que voilà, les événements que vous connaissez. Voilà, je ne sais pas ce que je peux dire de plus parce que franchement, là, c'est très compliqué et je suis catastrophée de cette situation et surtout de ces pauvres personnes qui sont dans des lits, qui ne peuvent pas se plaindre, qui ne savent pas se plaindre. Il y a un grand secteur fermé là-haut. Donc vous imaginez les gens qui sont enfermés toute la journée. Enfin, c'est atroce, c'est épouvantable. Je crois qu'en tant qu'élu du territoire, quand même, nous pourrions voter une motion, ou du moins proposer une motion à soumettre à l'ARS, à la préfecture, la rendre publique pour que les résidents soient traités dignement. Après, le reste, c'est à nous, en tant que citoyens, ce qu'on peut faire, pas en tant que communauté de communes, on peut alerter et tout, puisque nous sommes quand même élus du territoire. Après, c'est à chacun d'entre nous de faire en sorte que ce système disparaisse. Moi, je suis tout à fait opposé, j'ai toujours été opposé, et je suis toujours opposé à ce que le secteur privé s'immisce dans certains domaines. La santé, à partir de l'auxiliaire de vie, tous les personnels devraient dépendre du ministère de la Santé. Et pour qu'il y ait un traitement national et équitable sur l'ensemble du territoire. Et ça regarde chacun d'entre nous. Oui.
Oui, ce que l'on va vous proposer, ça a été dit un peu par Jocelyne. En votre nom, on écrira à la préfecture pour que celle-ci se saisisse, si ce n'est pas déjà le cas, de la situation. Oui. Juste une précision, alors j'ai pas alerté la préfecture, par contre moi j'ai fait un courrier depuis ma mairie en direction de la sous-préfecture, donc Madame Lupion est au courant, par un courrier officiel de ma part, détaillant un peu plus tout ce que je vous ai dit ce soir. Nous, on le fera au nom de tous les élus, bien sûr, de cette communauté de communes, mais si vous voulez le faire en tant que maire, bien sûr, ça ne peut que ajouter, à mon avis, un peu de poids dans ce dossier ô combien difficile. La seule variable de liberté sur ce dossier, je m'en rappelle de mémoire, puisque moi j'avais participé à la rédaction de la proposition qu'on avait faite à l'époque, c'est la négociation avec les propriétaires. Nous, on avait même dit dans la proposition qu'on voulait écraser enfin, entre guillemets, on ne va pas écraser les propriétaires, les méchants financiers, et on avait dit maximum 50% du loyer. Alors, je ne sais pas comment ils se sont débrouillés pour négocier cet élément-là. En fait, ça me paraît un peu léger s'ils sont repartis avec les mêmes conditions qui étaient impossibles à assurer en matière financière. Donc, et 50%, c'était le maximum au-delà duquel on ne voulait pas aller. Donc, je pense que c'est ça. S'ils sont repartis sur les mêmes conditions, c'est impossible que ça fonctionne. Donc, surtout à 75% du taux d'occupation. On était sur des bases où on était plutôt à 80-90% du taux d'occupation. Donc, j'ai un peu de mal à comprendre comment ces gens-là ont bouclé leur affaire. Merci en tout cas pour cette intervention. D'autres questions? Bien, alors je crois qu'il y avait une information d'Alain Medge. Oui, bonsoir à vous toutes, à vous tous. Donc moi, je voulais parler un petit peu à vous qui louez les chapiteaux à la communauté commune. Donc vous avez vu que la législation s'est quand même un peu durcie, la législation surtout sur l'ancrage des chapiteaux. Donc vous avez vu pour cet été, donc, des techniciens arriver 15 jours ou 3 semaines avant, faire des mesures, faire des tests, faire des mesures. Et puis le jour que le chapiteau arrive, bon, si tout va bien, il n'y a pas de problème, on fait des ancrages comme on faisait avant. Mais vous avez vu aussi arriver un deuxième camion avec des plots pour augmenter cet ancrage, des plots qu'il a fallu qu'on achète et surtout qu'il faut qu'on transporte. Donc deuxième camion, chauffeur et élévateur. Donc l'autre soir en commission de travaux, la conclusion de cette affaire-là, on a dit, bon, partout où on peut faire des ancrages fixes, platine, il faut qu'on le fasse. Donc là, deux solutions. Les communes, évidemment, les plus importantes, ils ont un service technique qui savent, ils sauront faire ça, pas de problème, ils savent faire ça, il n'y aura pas de souci. Par contre, toutes les petites communes, où, là aussi, deux solutions. Où vous voulez... On va vous écrire, on va vous expliquer tout ça. Vous voulez vous adresser à une entreprise qui viendra vous faire ces plots, ou alors, ce qu'on a pensé aussi, c'est peut-être qu'on se regroupe, qu'on regroupe ces petites communes, et que nous, on fasse peut-être un petit marché, et pour quand même peut-être que ça nous coûte 4 sous de moins, et que ce soit contrôlé du départ à la fin, et que ce soit bien. On a quand même un deuxième problème, parce qu'on a des chapiteaux qui font 8 mètres de large et d'autres qui font 10 mètres. Donc en longueur, on s'en fout, puisque c'est des travées de 5 mètres, pas de problème. Une bonne partie de ces chapiteaux 8 mètres, c'est où on peut pas, où on a des rangées de platanes, des murs, donc là, pas de souci, ça sera toujours en 6 mètres. Par contre, après, on a des week-ends un peu chargés,
où on se fait un petit peu la patchaque. Si une commune a le 6 mètres une année, allez, l'année après, on lui met un 8 mètres. Ça sera terminé. Si on fait des plots fixes à 6 mètres, à 8 mètres, ça sera 8 mètres, ce ne sera pas 10 mètres. Donc tout ça, on va vous envoyer un courrier et on va essayer d'avancer pour que pour l'été prochain, on ait fait le maximum de et ça va même nous simplifier l'affaire parce que 2 camions avec ces plots, c'est bon, quoi. Et surtout, je ne sais pas si vous avez vu ces plots, tôt ou tard, un gosse va nous y faire mal là-dedans. Ça, c'est sûr. Donc, avançons là-dessus et un courrier va être envoyé par le service technique. Allez, l'information est terminée. Bien. Oui, Richard. Oui, Alain, juste un petit renseignement. Ces plots, c'est quoi? C'est des plots en hauteur qui vont rester en béton, qui resteront fixes sur... Oui, cette année, c'était des plots qu'on a achetés. Si tu veux, oui, il n'y avait pas assez de résistance. Oui. On a ajouté ce plot et on sanglait pour arriver à la bonne valeur. D'accord. Par contre, si on peut faire sur des places, pas évidemment, pas sur des prés ou des terrains de sport, et sur des places où on met toujours au même endroit et tout, là on mettra une platine fixe avec des boulons et qu'on verra. Et après le chapiteau enlevé, il y aura une plaque dessus et on ne voit plus rien. Ouais, d'accord. Bien. S'il n'y a pas d'autres interventions, donc on va... Une information, pardon, supplémentaire. Oui, je vais en profiter. Alors, ça ne concerne que les élus du Couserans Ouest. Mardi, il y a une réunion territoriale du SDE 09 sur le secteur, donc où tous les maires sont invités et les délégués. Et le président m'a appelé hier pour me dire qu'il y en a beaucoup qui n'avaient pas répondu. Donc, si vous pouvez demain dire si vous, au syndicat, si vous y serez ou pas, puisque derrière, il y a un traiteur qui doit faire quelques trucs. Donc, pour éviter le gaspillage, merci de vous inscrire. Donc, c'est les 29 communes du Castillonnais et du Saint-Gironnais. Merci à toutes et à tous. On clôt cette séance et traditionnellement, nous avons maintenant la partie conviviale qui vous attend et je remercie également monsieur le maire de Caumont. Je ne sais pas où il est. Merci Jean-Jacques.